Salut à tous et à toutes, la planète est en mouvement et l'actualité internationale connaît une nouvelle série de développements majeurs. Je suis Arlich Torellas, bienvenue dans le Grand Journal sur Swag Radio. Depuis les studios de Swag Radio dans la capitale des grandes écoles du monde, Swag Radio, l'énergie, le flow, l'attitude, on est avec du style. Alexa Open Swag Radio, écoutez Swag Radio 24h sur 24. Tout de suite, voici les infos. Le directeur du Centre national de lutte contre le terrorisme, Joe Kent, démissionne car il refuse de soutenir la guerre en Iran. L'ex-agent du renseignement et ancien militaire affirme que l'Iran ne représentait aucune menace imminente pour les États-Unis et que Washington a déclenché la guerre sous la pression d'Israël et de son puissant lobby américain. Le président de la Chambre des représentants, Mike Johnson, et le président Donald Trump ont nié sa version des faits. Les détails avec Azeb Rol-Georgis dans ce grand journal de Radio-Canada. Une démission fracassante et très publique. Joe Kent est un ancien béret vert, un ex-officier de la CIA et jusqu'aujourd'hui, il était directeur du Centre national d'antiterrorisme. Un fidèle de Donald Trump, il faisait partie des visages MAGA dans l'administration. Aujourd'hui, il coupe les ponts à cause de la guerre en Iran. Son message adressé au président américain est sans équivoque. Je ne peux en bonne conscience soutenir la guerre en Iran, écrit-il sur X. L'Iran ne représentait aucune menace imminente pour notre pays et c'est évident que nous avons déclenché cette guerre sous la pression d'Israël et de son puissant lobby américain. Les réactions ne se font pas attendre. J'ai toujours pensé que c'était une bonne personne, dit Donald Trump, mais très faible en matière de sécurité. C'est une bonne chose qu'il parte. Il dit que l'Iran n'est pas une menace, mais c'est une menace. Iran was not a threat. Iran was a threat every country. I don't know where Joe Kent is getting his information, but Je ne sais pas d'où Joe Kent tient son information, dit à son tour Mike Johnson. Si le président n'avait pas agi, on aurait eu de nombreuses victimes américaines. Dans sa lettre, Joe Kent affirme que les guerres au Moyen-Orient sont un piège pour les précieuses vies américaines. Il écrit « C'est la même tactique que les Israéliens ont utilisée pour nous entraîner dans la désastreuse guerre en Irak qui a coûté à notre nation la vie de milliers de nos meilleurs hommes et femmes. Nous ne pouvons pas refaire cette erreur. » Il a été déployé à 11 reprises dans des zones de combat. Sa première femme a été victime d'un attentat suicide en Syrie en 2019. Ayant perdu mon épouse Shannon dans une guerre orchestrée par Israël, écrit-il, je ne peux pas approuver l'envoi de la prochaine génération au combat. Une première fissure donc au cœur même de l'administration Trump, qui est davantage concentrée sur l'absence de soutien des pays de l'OTAN pour le contrôle du détroit d'Ormuz. L'OTAN fait une erreur stupide, dit-il. Je suis déçu, dit-il, on dépense des milliards de dollars pour cette organisation et n'écarte pas la possibilité de la quitter sans l'aval du Congrès. Dans son message au président, Joe Kent conclut « Vous pouvez tracer une nouvelle voie pour notre nation ou nous laisser glisser davantage vers le déclin, le chaos. Vous avez les cartes en main. » Ici Azeb Rol-Georgis, Radio-Canada, Washington. L'ambassade des États-Unis à Bagdad a été visée à 3 reprises des frappes de groupes pro-iraniens. Le mardi 17 mars, les intérêts américains dans la capitale irakienne menacés. Le récit est signé France TV Info dans ce grand journal. Le bruit et la silhouette furtive d'un drone. Dans le ciel de Bagdad, les canons anti-aériens américains entrent en action. L'appareil est touché et s'écrase au sol dans une déflagration. À plusieurs reprises depuis 24 heures, l'ambassade américaine a été ciblée par les milices pro-iraniennes, comme ici ce soir. Plus tôt, 2 drones ont été détruits. Mais l'un d'entre eux s'est écrasé sur cet hôtel à proximité avant qu'un autre explose non loin de l'ambassade. Les intérêts américains dans la capitale irakienne sont-ils vulnérables ? Une milice a diffusé ces images de propagande d'un drone effectuant, sans être inquiété, des repérages au-dessus de l'ambassade où l'on aperçoit nettement le drapeau américain. Même affaibli, l'Iran poursuit ses frappes et continue à verrouiller le détroit d'Ormuz.
Donald Trump veut montrer qu'il contrôle malgré tout la situation. Mais après avoir demandé l'aide de ses alliés, le voilà qui change d'avis, visiblement amer. On n'a pas vraiment besoin d'aide. Pas du tout même. Je me demande depuis longtemps ce que l'OTAN ferait pour nous en cas de besoin. C'était un bon test. Nous n'avons pas besoin d'aide, mais ils auraient dû être là pour nous. De premières fissures publiques apparaissent aussi au sein de son équipe. Ce matin, coup de tonnerre, l'une des figures majeures de l'antiterrorisme claque la porte du gouvernement en contredisant la version du président. Je ne peux pas en toute conscience soutenir cette guerre en Iran. L'Iran ne représentait pas une menace imminente pour notre nation. Ce vétéran, déployé 11 fois lors de la guerre en Irak, a perdu sa femme, elle aussi soldate, en 2019 lors d'un attentat de Daesh en Syrie. Il affirme que Donald Trump s'est laissé entraîner dans cette guerre par les Israéliens. Preuve que cette guerre va encore durer, Donald Trump annonce reporter son voyage officiel prévu en Chine à la fin du mois pour mieux se consacrer, dit-il, à la gestion de ce conflit avec l'Iran. Tension au Moyen-Orient, les Émirats arabes unis frappés par des drones iraniens. Malgré leur position en retrait, les Émirats arabes unis, à l'instar de plusieurs pays du Golfe Persique, se retrouvent aujourd'hui pris dans les turbulences d'un conflit régional qu'ils n'ont pas initié. Une attaque récente de drones attribuée à l'Iran a visé l'un des principaux terminaux pétroliers du pays, marquant une escalade inquiétante dans une zone déjà hautement stratégique. Les détails avec nos confrères de TVA Nouvelles dans ce grand journal. Comme plusieurs pays du Golfe Persique, les Émirats arabes unis subissent les conséquences d'une guerre qu'ils n'ont pas déclenchée. D'ailleurs, plus tôt aujourd'hui, ce pays a vu son principal terminal pétrolier être attaqué par des drones iraniens. Il s'agit du terminal de Fujairah, le seul du pays à être situé sur le golfe d'Oman, donc de l'autre côté du détroit d'Ormuz. En fait, c'était la deuxième fois en 3 jours que cette importante zone portuaire était attaquée. Samedi, une première offensive avait déclenché un incendie sur le site, ce qui avait forcé un arrêt des activités pendant plusieurs heures. L'attaque d'aujourd'hui a une fois de plus mis sur pause les activités d'exportation de pétrole au pays. Si Fujairah est un endroit aussi important, c'est parce qu'il permet aux Émirats arabes unis de continuer d'exporter du pétrole malgré la fermeture du détroit d'Ormuz. D'ailleurs, cette carte vous montre bien sa situation stratégique. Ce terminal, c'est le point d'arrivée d'un oléoduc de 380 km qui achemine le brut des champs de l'ouest des Émirats jusqu'au golfe d'Oman. Grâce à son oléoduc, ce pays fait partie des rares chanceux, si on peut dire, qui disposent d'un plan B pour exporter du pétrole en empruntant une autre porte de sortie que le détroit d'Ormuz. C'est le cas aussi de l'Arabie saoudite avec sa Petroline de 1200 km qui envoie une partie de la production jusqu'à l'autre bout du pays, sur la mer Rouge. Mon collègue Richard vous en a d'ailleurs parlé le 5 mars dernier. Le problème dans le cas du port de Fujairah, c'est qu'il est quand même situé tout près de l'Iran, dont la côte n'est qu'à 120 km. Il est donc très vulnérable aux attaques. L'autre complication pour les Émirats arabes unis, c'est que l'oléoduc ne peut pas transporter plus de 1,8 million de barils par jour, alors que la production du pays dépasse les 3,4 millions de barils. Ça veut dire que même si l'Iran n'attaquait pas leurs installations, les Émirats auraient quand même besoin d'accéder au détroit d'Ormuz pour une partie de leurs exportations. Si l'Iran décide de s'acharner sur Fujairah au point de rendre le terminal hors d'usage, ce sera presque 2 % de la production mondiale qui disparaîtrait des marchés, en plus, bien sûr, du volume immense qui est déjà bloqué depuis la fermeture du détroit. Pire encore, ça pourrait pousser Donald Trump à répliquer en détruisant les installations pétrolières de l'île de Karg, d'où partent, dis-je bien, 90 % des exportations iraniennes de pétrole. Il a lui-même affirmé d'ailleurs que ce scénario n'était pas exclu au cours de la fin de semaine. S'il se matérialise, les craintes d'un baril de pétrole proche des 200 $ ne seraient pas impossibles. Washington craint que la mort d'Ali Larijani n'encourage les dirigeants iraniens les plus radicaux. L'assassinat par Israël d'Ali Larijani, haut responsable de la sécurité iranienne, a ravivé les inquiétudes à Washington quant au fait que le président ait perdu une figure clé susceptible de contribuer à modérer les positions radicales en Iran. Le reportage est signé CGTN News dans ce grand journal.
Les informations proviennent de l'administration Trump elle-même, mais il s'agit bien sûr d'un coup dur pour l'Iran. Ali Larijani dirigeait essentiellement les opérations en coulisses et il était considéré comme quelqu'un ayant une vision plus pragmatique, susceptible de jouer le rôle de pont entre les États-Unis et Téhéran. Quelqu'un qui aurait pu, si Donald Trump en avait décidé ainsi, faire avancer les négociations et ramener l'Iran à la table des négociations. En jouant ce rôle de pont pragmatique, il était peut-être donc le mieux placé non seulement pour mener les négociations, mais aussi pour tempérer certaines des positions intransigeantes à Téhéran. Et l'on craint désormais qu'avec la disparition de Larijani, la voie soit davantage ouverte aux extrémistes, aux partisans de la ligne dure à Téhéran, pour qu'ils continuent à exercer leur emprise sur le pouvoir dans la capitale iranienne. Il s'agit donc sans aucun doute d'un coup dur pour la cause iranienne, qui risque d'entraîner des problèmes futurs liés aux élections et qui rendra encore plus difficile pour Donald Trump de trouver une issue à ce conflit, en lui offrant un moyen et un interlocuteur avec qui négocier afin d'essayer de trouver une fin pacifique à ce conflit. Les informations. Guerre au Moyen-Orient, Donald Trump est-il en train d'épuiser la puissance militaire américaine? La guerre déclenchée par les États-Unis contre l'Iran en février 2026 soulève une inquiétude majeure au sein des cercles stratégiques internationaux. L'appareil militaire longtemps considéré comme inépuisable montre aujourd'hui des signes de tension. Selon plusieurs analyses concordantes, le rythme des opérations et l'intensité des frappes pourraient mettre à rude épreuve la capacité de projection de Washington. Écoutons les détails sur BFM TV dans ce grand journal. Il faut dire un mot quand même, vu qu'on a ces images ce soir de l'Irak, Amiral Al-Agaraï. Il y a un pays, l'Irak, qui est ce soir pris entre deux feux, littéralement. C'est-à-dire que vous avez les Iraniens qui frappent au Kurdistan, qui frappent via leur proxy, les ambassades américaines, etc. Et vous avez les Américains, les Israéliens, qui frappent les milices pro-chiites qui sont précisément sur le territoire irakien. On a un pays qui a eu beaucoup de mal à se relever après la guerre de 2003 et qui aujourd'hui pourrait être, entraîné vers le fond par cette guerre déclenchée aussi par les Américains et les Israéliens. Oui, c'est compliqué la guerre dans cette région. Ouais. C'est très compliqué, ça va rester compliqué très longtemps. Moi, ce que je trouve, c'est que, essentiellement, cela démontre à tous ces pays-là que le parapluie américain n'est pas efficace. Que les États-Unis ne les ont pas protégés. Et c'est ça qui sera très difficile à gérer par la suite. Trump gaspille. Trump dilapide. Il gaspille toute la confiance que beaucoup de pays avaient dans les États-Unis. Et presque tous les pays au monde. Nous, les premiers. Le Danemark, parlez-lui du Danemark, du Canada, pas simplement les pays du Golfe. Alors, c'est un vrai gaspillage, à la fois de ce capital confiance qu'avaient les États-Unis. Il est érodé pour très très longtemps. C'est un gaspillage aussi de ses forces militaires, parce qu'actuellement, c'est la Chine, à plus long terme, qui se frotte les mains. Nous voyons maintenant qu'à force d'ouvrir des fronts, Trump s'épuise. Il épuise les munitions, il épuise ses porte-avions. Vous avez vu ce qui arrive au Ford. Il est épuisé, le Ford, le porte-avions Ford. Donc, avec un incendie. Après de multiples difficultés. Il est déployé depuis très longtemps. C'est très compliqué de maintenir. Avec un incendie qui a été éteint après 30 heures de feu. 30 heures de feu, oui. Mais c'est compliqué. Dans une ville, moi j'étais sur porte-avions. Je peux vous dire que s'il se passe quelque chose, en circuit fermé, etc., les fumées toxiques, enfin tout ça, on doit savoir les gérer, mais c'est compliqué. Donc, Trump est en train d'épuiser aussi son appareil militaire, celui dont il a hérité depuis des années par des administrations qui géraient ça convenablement. Et ceci contre l'avis de certains de ses chefs militaires. On sait très bien que le chef d'état-major de la marine avait dit « je ferai tout pour que le Ford n'arrive pas en océan Indien ». Qu'est-ce qui s'est passé? Trump a dit « ok, jeudi, on fait ». Tout ça, cela épuise les États-Unis. Même s'il fait passer son budget militaire de la défense de 1000 milliards à 1500 milliards, on ne remplace pas immédiatement des porte-avions, on ne remplace pas la confiance et on ne remplace pas les hommes essentiellement qui peuvent être tout à fait épuisés dans ce domaine-là. De retour pour la suite de ce grand journal pour ce mercredi 18 mars 2026 avec Arlette Torelas depuis le studio de Swag. Dans la capitale des grandes écoles du monde, Swag Radio On Air avec du style, Alexa Open, Swag Radio. Pour rester bien informé, c'est l'affaire de P-News, info sans cassure, sans bavure.
Info à la vitesse de la lumière sur WhatsApp et sur Facebook, votre référence en matière d'infos. P-News. Brothers Café Créole, la bonne cuisine haïtienne sans limite là-bas, au 299 Main Street, Everett. Chiffre le 617 294 14 25. Brothers Café Créole, de place to be delicioso. Après le Venezuela et l'Iran, les visées de Donald Trump semblent se tourner de plus en plus vers Cuba. Le régime a annoncé hier une série de réformes économiques jugées insuffisantes sur la Maison-Blanche. Une situation suivie de près par la diaspora cubaine dans le monde. Le reportage de Jean-Philippe Hugues de Radio-Canada dans ce grand journal. Alexis a appris à cuisiner sur son île natale, mais c'est à Montréal qu'il prépare les mets traditionnels cubains dans le restaurant qu'il a ouvert il y a 4 ans. C'est comme mon bébé, le restaurant. Cuba change et tente d'attirer les capitaux de ses expatriés alors que s'ouvrent des canaux de communication avec Washington. Est-ce que vous pensez que ce serait une bonne affaire pour un Cubain en ce moment d'investir son argent à Cuba? Non, je pense que non. La Sicilia attire la diaspora cubaine, des amis de la Révolution et des anticastristes assumés comme Antonio. Si tu me demandes qu'est-ce que pense la petite entreprise à Cuba, on est prête. Permitir que cubanos que residen en el exterior. Le régime s'est engagé hier à permettre à ses ressortissants d'investir dans les entreprises en sol cubain. Ironie du sort, une panne d'électricité généralisée a frappé le pays dans les heures suivantes. ¿A qué hora llegó la electricidad a la casa? Au bout du fil, Maria confirme que l'électricité n'est revenue qu'en début d'après-midi. L'eau potable se fait toujours attendre. Le symbolique de la situation est vraiment la situation du Parti communiste de Cuba. Trop tard. Parce qu'à ce moment-là, toute l'infrastructure du pays était rouillée, totalement détruite. Aucun pétrolier n'a amarré à Cuba depuis l'intervention américaine au Venezuela. Hier, le président Trump menaçait de prendre Cuba à son tour. Taking Cuba in some form, yeah. Aujourd'hui, il se propose pour redresser le pays. Well, Cuba right now is in very bad shape. Donald Trump n'est pas le premier président qui menace à Cuba. Nous sommes sûrs qu'on va résister. Pour ou contre Trump, peu importe aux yeux d'Alexis, vu l'état lamentable de son pays. Il n'y a pas d'autre chose plus difficile qu'aujourd'hui. Si arrive Donald Trump, si arrive quelques pays, c'est bon pour Cuba. Osera-t-il l'aventure cubaine au point de fermer la Sicilia? Pas de fermer à Montréal, il va rester ici, il va l'ouvrir une autre à Cuba. Pourquoi pas en ouvrir un deuxième? Question d'éviter de mettre tous ses œufs dans le même panier. Ici Jean-Philippe Hugues, Radio-Canada, Montréal. Nous resterons toujours à Cuba, une situation critique pour l'alimentation électrique qui intervient alors que Donald Trump évoque l'idée d'avoir probablement l'honneur de prendre Cuba d'une manière ou d'une autre. Joseph Hague, expert international et analyste politique, fait le point sur RT dans ce grand journal. Peut-on parler d'un simple hasard, le fait que Cuba se retrouve dans une situation de blackout total aujourd'hui, au moment même où Donald Trump menace ouvertement le pouvoir cubain, donc de sa destitution? Ou bien l'île fait les frais justement de cette coupure d'approvisionnement en pétrole vénézuélien depuis la destitution de Maduro? Qu'est-ce qui se passe? Expliquez-nous. Le pétrole du Venezuela et du Mexique qui était envoyé sous le prétexte d'aide humanitaire à l'île de Cuba. Les Cubains utilisaient à peine 10% de ce pétrole pour leur consommation domestique et le reste, ils le vendaient sur le marché international. La coupure d'électricité avant la suspension ou avant les événements de Venezuela était déjà à 80%. Ce qui fait que l'État cubain est un État failli depuis longtemps. Ce n'est pas rien de nouveau. La manque des médicaments, la manque de machinerie, la manque des hôpitaux, ce n'est pas quelque chose qui s'est passé les 2 derniers mois, ou même pas la dernière année. C'est
c'est un mal chronique depuis 1959, dès qu'ils ont commencé avec leur révolution, entre parenthèses, économique. Ils ont fini avec l'industrie du sucre, ils ont fini avec l'industrie du café, ils ont fini avec l'industrie du tabac, et tous les jours, on entend l'histoire de blocage des États-Unis. Il n'y a pas un blocage des États-Unis. Il y a toujours, tous les jours, des avions qui portent d'approvisionnement de Miami, même à part des autres emplois, à Cuba. Il y a le transfert de l'argent des Cubains, de l'immigré cubain, la diaspora cubaine, qui envoie de l'argent tous les jours à Cuba. Cuba peut faire le commerce ouvrement avec n'importe quel pays du monde, ce qui fait que l'argent que produise l'île de Cuba est dans les poches des dirigeants de l'île. Ce n'est pas quelque chose, c'est à cause des États-Unis. Il aime bien ce discours, mais ça ne fonctionne plus. Et aujourd'hui, au moment même où la guerre contre l'Iran n'est pas encore terminée, Donald Trump évoque donc cette possible prise de Cuba déjà à plusieurs reprises. C'est pas la première fois. Alors, qu'est-ce qui lui donne cette confiance? Qu'est-ce qui fait que Donald Trump aujourd'hui se sent pousser les ailes pour le faire, alors que tous les conflits en cours ne sont pas encore résolus? OK, parce que l'administration du président Trump, surtout le secrétaire des États, M. Marco Rubio, est en train de converser avec pas les dirigeants cubains, mais à des gens avec influence sur l'île. Ce qu'ils sont en train de négocier, c'est un transfert pacifique de ce gouvernement totalitaire à un gouvernement de transition pour enlever l'économie et le peuple cubain de la misère où ils vivent. C'est pour cela qu'ils sont en train de dire qu'on va avoir Cuba prochainement, parce que si les gens qui vivent à Cuba, qui ont l'influence à Cuba, trouvent une solution pour récupérer au moins la santé jusqu'à certains points de l'économie et de la population cubaine, ils vont le faire. Mais ce qui ne les intéresse pas aux négociateurs américains dans ce cas-là, c'est la violence. Ils ne veulent pas la violence, le transfert, que ce soit violent, que ce soit pacifique et que ce soit arbitraire. Ils sont même ils ont la possibilité d'offrir une sortie digne pour les gens qui ont un passé en Cuba. De plus, il y a toute une génération en Cuba qui ne se rappelle plus de la révolution de 59. Ils sont tous dans le 21e siècle et ils ne veulent plus savoir du passé. Nous irons en Israël dans ce grand journal. Le porte-parole de Tsahal, colonel Olivier Rafowitz, a parlé sur les 2 morts à Tel Aviv. Il y a eu 20 impacts de ce missile. Écoutons le colonel au micro de la CNews dans ce grand journal. Donc, à peu près après minuit, un missile iranien à sous-munitions, ou alors on pourrait dire à fragmentation, a frappé le centre du pays. Et une des bombes de la tête explosive, malgré le fait que le missile ait été intercepté par nos forces, a touché un immeuble à Ramat Gan, près de Tel Aviv. Et au 4e étage, il y avait un couple de gens âgés avec des problèmes de mouvement, avec des déambulateurs. Et l'appartement a été totalement détruit par l'explosion de la sous-munition, et les 2 personnes sont mortes. Il y a eu d'autres blessés. Il y a eu en fait 20 impacts différents de ce même missile. Quelques blessés légers, mais au-delà de ces 2 morts, pas d'autres victimes. Vous parlez de bombes à fragmentation utilisées par l'Iran ? C'est un missile qui n'est pas nouveau d'utilisation, un missile qui a entre 20 et 30 sous-munitions, des bombes, encore une fois, entre 5 et 8 kilos chacune, et qui ont un parcours indépendant, malgré le fait que le missile soit intercepté auparavant par nos systèmes anti-missiles. D'ailleurs, là, on voit des images de ces bombes qui sortent en fait de missiles lui-même. Il y a eu d'autres attaques dans la nuit qui ont obligé les Israéliens à aller dans les abris.
Mais là, cette fois-ci, pas de blessés ni de victimes. Haïti, insécurité. Le MUTH alerte sur l'insécurité qui étouffe les transporteurs dans la région métropolitaine et sur les routes nationales. La situation des transporteurs haïtiens devient de plus en plus critique. Le mouvement unifié des transporteurs haïtiens MUT tire une nouvelle fois à la sonnette d'alarme face à l'insécurité persistante qui paralyse les activités dans la région métropolitaine de Port-au-Prince et le long des principales routes nationales. Le récit est signé Radio-Télémétropole dans ce grand journal. L'un des conférences de presse en 2024, là, nous avons parlé de 3 ans à peu près côté route sud était complètement bloquée. Du club bénissois, du mouvement unifié des transporteurs haïtiens, n'y va pas par 4 chemins. Il attaque de plein fouet les grands transporteurs qui tirent profit du blocage des routes nationales en raison de la violence des gangs dans la capitale. Il y a un secteur économique bien disposé qui a fait l'argent. Parce que là, on fait bateau passer sous la mer. Tout ça, mon côté. Pour d'autres machines, il charge entre 1 500 et 3 000 $ américains. Moun ça n'a pas besoin de la débloquer. On a seul monde qui t'a pour faire, c'est monde qui représente dans le gouvernement. Malheureusement, le gouvernement, c'est au profit des gens qui travaillent. Le secteur fait 54 millions de $ américains chaque mois. Sur la mer, il n'y a pas d'intérêt pour débloquer. Les 2 principales routes nationales qui relient la capitale au reste du pays sont contrôlées par les bandits depuis plusieurs années. Jusqu'ici, rien n'a été fait pour changer cet état de fait, malgré les promesses des autorités. Devant cette situation, une question demeure pendante. S'achemine-t-on vers l'organisation d'élections dans ce climat délétère ? La reprise du trafic sur ces routes stratégiques permettrait une meilleure fluidité dans la tenue des élections, fait remarquer le syndicaliste. Ce n'est pas une inquiétude que nous gagnons, au contraire. Nous avons encouragé ça. Parce que le processus est en branle. Mais nous connaissons tout. Si grand action ouvri, ça permet que le déplacement fait beaucoup plus rapide, nous sommes beaucoup plus contents. Ou imaginons, les gens qui sont en province aujourd'hui, ils vivent la vie chez la pire que ou même avec qui peut être dans Port-au-Prince. On dit, il achète une gazeuse Port-au-Prince, il faut mettre sous bateau. Ou achète une gazeuse Port-au-Prince, là 50 gouttes. L'arrivée en province, c'est 150 gouttes devant nous. Pour que ça, ils doivent payer bandits, ils payer bateau, tout ça. Mais si il y a une route là qui ouvre, pas dans ça. Si il y a une route qui ouvre, le chauffeur pour transporter. Il est capable au moins d'occuper. Du club bénissois n'est pas le seul à s'inquiéter de la dégradation de la situation des transports publics mise à mal par les criminels. Le responsable de SOS Transport Fédéré d'Haïti, Deplamanis, s'inquiète quant à lui de la tournure prise par le trafic entre la route de l'aéroport et Delma. Il dénonce le racket des chauffeurs du Bas Delma par certains agents de la police nationale afin de pouvoir conserver une place dans une gare improvisée à Delma 33. Pendant la mairie, pas courir derrière nous, messieurs, dames, chaque jour, ils prennent station comme un business pour eux. Je dis, c'est capable, nous pas capable encore qui fait nous prend la presse pour nous dénoncer ça, messieurs, dames, service routier, ça va faire. Deplamanis appelle les chauffeurs à regagner leur gare principale au carrefour de l'aéroport, une zone autrefois contrôlée par les criminels où désormais la vie tend à reprendre. Malgré une présence policière constante, le grand vacarme du trafic habituel tarde à se faire entendre. Parlons de la Coupe d'Afrique des Nations. La CAF annule la victoire de Sénégal. La commission d'appel déclare le Maroc champion de la CAN. La Confédération africaine de football a déclaré que sa commission d'appel avait décidé que le Sénégal était déclaré forfait pour la finale et que sa victoire 1-0 en prolongation devenait une victoire par défaut. 3-0 pour le pays hôte, le Maroc. Les critiques pleuvent à l'endroit du CAN, de la CAF, pardon. Écoutons les détails dans ce grand journal. La décision, elle est ridicule. Le timing, il est pitoyable. Je suis désolé, mais on va mettre les pieds dans le plat, même si ça peut nous coûter. Moi, encore une fois, je vais faire preuve de sincérité dans ce sujet-là. C'est que, oui, il y a une loi, il y a un article, mais ça montre il y a un règlement, mais ça montre encore une fois que la CAF est une bande d'incompétents. Parce que, je suis désolé, mais ce soir-là, tu dois prendre tes responsabilités ou le lendemain, ou le surlendemain,
pour faire valoir tes droits sur cette compétition en disant que le Sénégal, à ce moment-là, n'a pas gagné la Coupe d'Afrique des Nations. Mais 2 mois après, Toto, 2 mois après, mais on est où là? On n'est pas dans un match CM1, CM2. On n'est pas dans une coupe d'interquartier, là, on parle d'une coupe d'Afrique des Nations, où à Dakar, ils ont célébré, où ils ont récupéré les coupes, ils ont récupéré les médailles. Donc aujourd'hui, ça veut dire que le Maroc, là, où on n'a pas vu une image de célébration pendant la rencontre, en fait, on a une espèce de no-show, d'accord, forfait, où aujourd'hui, donc, Brahim Diaz a gagné la CAN, avec tout ce qui s'est passé. Que Walid Regragui, qui va se barrer, là, qui s'est barré, il a gagné la Coupe d'Afrique des Nations. Et les Marocains, aujourd'hui, même les Marocains, ils vont vivre avec... Là, mais là, je sais pas. Ils vont vivre toute leur histoire avec une CAN gagnée sur tapis vert 2 mois après. 2 mois après. Mais moi, je vais te le dire, hein, moi, ce football devient de plus en plus repoussant, en fait. Ah oui. Il y a des choses... La crédibilité de la CAN, quand on dit, nous, on met en avant cette compétition... Mais il n'y a plus aucune crédibilité avec ce type de décision, avec ce timing désastreux. C'est fini. On passe pour des guignols. C'est une compétition de guignols aujourd'hui. Parce que tu peux pas me dire que 2 mois après, alors qu'il n'y a eu aucun cas, il n'y a pas de cas précédent, ça n'existe pas dans le football. Sur un match aussi important, sur une finale aussi importante qui donne un titre africain. Aujourd'hui, 2 mois après, on a une décision qui est lunaire. Et le Maroc va vivre avec ça. Mais moi, je suis supporter marocain, mais sincèrement, pendant toute ta vie, tu te dis, t'as votre coupe en bois, là, votre coupe de la honte, votre coupe où on n'a même pas vu un but, etc., où il y a eu un penalty raté. Soit tu prends la décision le soir même ou le lendemain, mais jamais 2 mois après. Non, mais c'est ridicule, en tout point. C'est quoi, tu l'as gagné à la photocopieuse, en fait, là, la finale? Ah non, tu l'as gagné parce que... Non, tu l'as gagné sur un mail. Tu l'as gagné sur un mail, sur un fax. Et voilà, c'est la fin de ce grand journal pour ce mercredi 18 mars 2026. Couleur du temps sur Boston. Boston connaît une journée ensoleillée mais particulièrement froide avec une température maximale prévue de 35 degrés Fahrenheit et une minimale de 26 degrés Fahrenheit. Condition générale, le ciel est majoritairement ensoleillé tout au long de la journée, un mélange de nuages et de soleil. C'est attendu en matinée, laissant place à un ciel plus couvert en après-midi. Température ressentie en raison du vent. Le ressenti est nettement plus bas, aux alentours de 16 degrés Fahrenheit durant la journée. Et le risque de pluie ou de neige est très faible et estime à seulement 1%. Un vent d'ouest qu'on souffle à une vitesse moyenne de 9 à 15 miles par heure. L'humidité, le taux humide est relativement bas, autour de 32%. Pour ce aujourd'hui, cette journée sèche mais glaciale, considérée comme l'une des plus froides de la période actuelle à Boston. C'est la fin de ce grand journal. Pour présenter ce grand journal, Erlich Dorelas, depuis le studio de Swag, dans la capitale des grandes écoles du monde, Boston, Massachusetts, Swag Radio, l'énergie, le flow, l'attitude, en air avec du style. Passez la commande à Alexa Open, Swag Radio, écoutez nos 24h/24. Pour rester bien informé, c'est l'affaire de Swag Radio. C'est l'affaire de P-News. Voilà. Swag Radio vous informe aussi. C'est l'affaire de P-News. Sur WhatsApp et sur Facebook. Laissez-moi la vitesse de la lumière. Hey, the place to be pour la bonne cuisine, c'est Brothers Café Créole. 299 Main Street, Everett. Chiffre le 617 294 14 25. Allez. The place to be, c'est Brothers Café Créole. La cuisine haïtienne est sans limite là-bas. Joyeux mercredi. N'oubliez pas de garder le sourire car le sourire ça rajeunit le visage. Au revoir. À demain.